Monsieur le Président, Messieurs, je vais avoir l'honneur de présenter au tribunal l'exposé sur le pillage économique de la Belgique. Dès le début de l'année 1940, les dirigeants nationaux socialistes avaient l'intention d'envahir la Belgique, la Hollande et le nord de la France. Ils savaient qu'ils y trouveraient les matières premières, l'outillage et les entreprises qui leur permettraient d'accroître leur potentiel de guerre. Aussitôt que la Belgique fut occupée, l'administration militaire allemande s'est efforcée d'en tirer un profit maximum. Dans ce but, les dirigeants allemands ont pris une série de mesures pour y bloquer toutes les richesses existantes et s'emparer des moyens de paiement. Les stocks importants, constitués dès les années 1936 à 1938, furent l'objet de réquisitions massives. Les machines et l'outillage de nombreuses entreprises furent enlevés et expédiés en Allemagne, aboutissant à la fermeture de nombreuses usines et à une concentration forcée dans plusieurs secteurs. Étant donné le caractère très industriel du pays, les autorités d'occupation imposèrent sous les menaces les plus diverses un lourd tribut aux industries belges. Mais l'agriculture, elle non plus, ne fut pas épargnée. C'est à l'étude de cet ensemble de mesures qu'est consacrée la troisième partie de l'exposé économique français. Il fera l'objet de 4 chapitres. Dans un chapitre premier sera exposée la mainmise allemande sur les moyens de paiement. Le chapitre second sera consacré aux achats clandestins et à l'exposition du marché noir. Le troisième chapitre relatera des acquisitions en apparence régulières, tandis que le quatrième chapitre sera réservé aux prestations de services. Dans un cinquième chapitre, enfin, les acquisitions de participations belges dans les entreprises étrangères seront présentées au tribunal avant de conclure et de faire ressortir sur l'incidence de l'ingérence allemande sur la santé publique. Enfin, quelques remarques seront présentées sur le comportement des Allemands après leur annexion du Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre 1er, mainmise allemande sur les moyens de paiement. Pour asservir le pays au point de vue économique, le procédé le plus simple était de s'assurer la possession de la plus grande partie des moyens de paiement et de rendre impossible l'exportation de la monnaie et des valeurs de toute nature. C'est l'ordonnance du 17 juin 1940 qui interdit l'exportation de la monnaie et des valeurs de toute nature. Cette ordonnance a été publiée au Verordnungsblatt spécial à la Belgique et au nord de la France et au Luxembourg, qui sera désigné dans la suite de cet exposé par son abréviation habituelle, Vobel. Cette ordonnance, publiée au Vobel numéro 2, est déposée devant le tribunal sous la cote 99. Au Vobel du même jour paraissait un avis portant la date du 9 mai 1940 qui réglementait l'émission des billets de la Reichskreditkasse pour approvisionner en moyens de paiement les troupes d'occupation. Les Allemands avaient ainsi la possibilité d'acheter, sans fournir de contrepartie, tout ce qu'ils désiraient dans un pays qui regorgeait de produits de toutes sortes, sans que les habitants aient la possibilité
de soustraire leurs biens à l'envahisseur. En outre, les occupants usèrent de 3 autres procédés pour accaparer la plus grande partie des moyens de paiement. Ces 3 procédés furent la création d'une banque d'émission, l'imposition d'un tribut de guerre sous le prétexte de l'entretien des troupes d'occupation, le fonctionnement enfin d'un système de clearing à leur seul profit. Ces mesures feront l'objet des 3 sections ci-après développées. Premièrement, création d'une banque d'émission. Dès leur entrée en Belgique, les Allemands créèrent un office de surveillance des banques, chargé en même temps du contrôle de la Banque nationale de Belgique, création de l'arrêté du 14 juin 1940, au Vobel numéro 2, déposé sous le numéro 141. À cette époque, la direction de la Banque nationale de Belgique était hors des territoires occupés. D'autre part, le montant des billets en caisse aurait été insuffisant pour assurer une circulation normale. Un grand nombre de Belges ayant fui l'invasion en emportant avec eux une quantité importante de papier-monnaie. Ce sont du moins les raisons que les Allemands ont évoquées pour créer une banque d'émission par ordonnance du 27 juin 1940, ordonnance publiée au Vobel numéro 4 et 5, déposée sous le numéro 142. En vertu de cette dernière ordonnance, de l'ordonnance du 27 juin 1940, la nouvelle banque d'émission, au capital de 150 millions de francs belges, dont 20% avaient été libérés en espèces, la nouvelle banque d'émission recevait le monopole de l'émission de papier-monnaie en francs belges. En fait, la Banque nationale de Belgique se voyait retirer le droit d'émission. La couverture de la banque d'émission n'était pas représentée par une encaisse or, mais premièrement par les créances résultant d'opérations d'escompte et de prêts consentis en conformité avec l'article 8 de ces nouveaux statuts. L'encaisse était en second lieu représentée par les créances sur la Banque nationale de Belgique, ainsi que la monnaie frappée se trouvant en circulation pour le compte du Trésor public. Enfin, troisième élément de couverture, les effectifs en devises étrangères et en particulier en monnaie allemande, y compris les billets de la Reichskreditkasse, ainsi que les avoirs à la Reichsbank, à la Caisse de compensation du Reich et à la Reichskreditkasse. Le commissaire allemand, qui avait été désigné par avis du 26 juin 1940, devenait le contrôleur de la banque d'émission. L'avis du 26 juin 1940, publié au Vobel numéro 3, page 88, et déposé sous la cote 143. Après le retour en Belgique des directeurs de la Banque nationale, le 10 juillet 1940, une entente fut réalisée entre cette banque et la nouvelle banque d'émission, entente réalisée par la nomination du directeur de la Banque nationale de Belgique à la tête de la nouvelle banque d'émission. La banque d'émission procéda
aussitôt à d'importantes émissions de billets, à telle enseigne que le 8 mai 1940, la circulation fiduciaire était de 29 milliards 800 millions de francs belges. Le 29 décembre 1943, elle atteignait 83 milliards 200 millions de francs belges. Et le 31 août 1944, elle était de 100 milliards 200 millions de francs belges, soit une augmentation de 263%. La banque d'émission fonctionna, non sans certaines difficultés, soit avec le commandement militaire, soit avec son personnel, soit avec la Banque nationale de Belgique. En effet, à côté de son rôle d'émission, la nouvelle banque avait comme attribution principale les opérations relatives aux chèques postaux et aux devises, ainsi que les opérations avec les organismes allemands, notamment en ce qui concernait l'indemnité d'occupation et partant de clearing. La Banque nationale de Belgique perdait son droit d'émettre du papier-monnaie, mais reprenait ses opérations traditionnelles pour le compte des particuliers et de l'État, notamment les opérations d'open market, les opérations de marché ouvert. Ces données, messieurs, sont corroborées par le rapport final de l'administration militaire allemande en Belgique, dans sa 9e partie, consacrée aux questions de monnaie et de finances. Ce rapport final de l'administration militaire allemande en Belgique a été découvert par l'armée des États-Unis. C'est un document auquel nous nous référons souvent. Il porte la cote ECH 5 et est déposé devant le tribunal sous le numéro 144. La 9e partie, qui nous intéresse ici, a été rédigée par 3 chefs de section de l'administration de Bruxelles, Vetter, Aufrichter et Joost. Malgré la création de la banque d'émission, les billets de la Reichskreditkasse continuèrent à avoir cours en Belgique jusqu'au mois d'août 1942. Mais c'est la Banque nationale de Belgique qui fut dans l'obligation d'absorber en septembre 1944 ces billets. L'économie belge a subi un préjudice de 3 milliards 567 millions de francs belges. Chiffre rapporté par Vetter au rapport précédent, page 112. L'extrait du rapport est déposé sous la cote 145. En outre, d'après les renseignements donnés par le gouvernement belge, la banque d'émission détenait en ses caisses, au moment de la libération du territoire, un montant de 664 millions de billets de la Reichskreditkasse, libellés en Reichsmark, et en plus avait un avoir en compte de virement de 12 millions de Reichsmark dans les livres de la Reichskreditkasse, soit au total une perte de 656 millions de francs belges, chiffre rapporté dans un rapport du gouvernement belge qui est déposé aux archives du tribunal sous le numéro 146. Venons-en aux frais d'occupation. L'article 49 de la Convention de La Haye stipule que si l'occupant prélève des contributions en argent, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée d'occupation ou de l'administration du territoire. L'occupant peut donc prélever une contribution pour l'entretien de son armée, mais celle-ci
ne doit pas dépasser un effectif strictement nécessaire. D'autre part, il faut entendre par besoin de l'armée d'occupation non pas des frais d'armement et d'équipement, mais uniquement des frais de logement, des frais... A bit too fast. Des frais de logement, des frais de nourriture, des frais de solde normaux, ce qui exclut en tout cas les dépenses somptuaires. Par ailleurs, l'article 52 autorise la puissance occupante à exiger pour les besoins de son armée des réquisitions en nature et des services, à condition toutefois qu'ils soient en rapport avec les ressources du pays et qu'ils soient de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de guerre contre leur propre patrie. Le même article 52 stipule de plus que les prestations en nature seront autant que possible payées au comptant. Don't you think you might omit further reference to these articles, as we've already had them fully covered by your colleague? En conséquence, les Allemands exigèrent une indemnité mensuelle de 1 milliard jusqu'en août 1941. À cette date, l'indemnité fut portée à 1 milliard 500 millions par mois. Fin août 1944, les versements effectués à ce titre s'élevaient à un total de 67 milliards de francs belges. Ce chiffre ne saurait être contesté par la défense, puisque dans le rapport précité, page 103 et suivante, M. Vetter écrit qu'en juin 1944, le montant des francs belges payés pour l'armée d'occupation était de 64 milliards 181 millions. Le passage du rapport est déposé au tribunal sous le numéro 147. Mais cette somme de 64 milliards était hors de proportion avec les besoins de l'armée d'occupation. C'est ce qui résulte notamment du rapport précité du nommé Vetter, dans un passage qui est déposé sous le numéro 148. À la page 245 de ce rapport, il est mentionné que le 17 janvier 1941, le général commandant en chef en Belgique avait demandé au commandant supérieur de l'armée si l'indemnité ne devait couvrir que les frais d'occupation proprement dits. Cette manière de voir fut rejetée par le haut commandement qui, par décision du 21 octobre 1941, spécifia que l'indemnité d'occupation devait être utilisée non seulement pour les besoins de l'armée d'occupation, mais encore pour ceux des armées d'opération. Et bien plus, à la page 11 du texte original allemand de ce même rapport, il est indiqué, et je me permettrai de lire au tribunal un fragment qu'il retrouvera au livre de documents sous la cote 149.
Deuxième paragraphe. L'accroissement des dépenses de la Wehrmacht, laissant prévoir qu'il serait impossible, avec ces sommes, de s'en tirer. L'administration militaire réclama une épuration du compte des frais d'occupation par retrait de ce compte de toutes les dépenses étrangères à l'occupation proprement dite. Il s'agissait, en l'espèce, de dépenses importantes que les services militaires affectaient en Belgique à des achats de toute nature, tels que chevaux, automobiles, objets d'équipement, toutes choses destinées à d'autres territoires et inscrites au compte des frais d'occupation. Par décision du fondé de pouvoir du plan de 4 ans, en date du 11 juin 1941, le financement des dépenses autres que celles destinées à l'occupation fut passé au clearing. En exécution de cette décision, l'intendance du commandant militaire se fit, à partir de juin 1940, rendre compte mensuellement des dépenses autres que celles destinées à l'occupation, mais qui étaient payées sur le compte des frais d'occupation, et les transferts au clearing. Grâce à cela, des sommes importantes purent être récupérées et reconduites au compte des frais d'occupation. Fin de la citation. Il y a lieu, avant de terminer l'examen de ce point, consacré au tribut de guerre, à ce tribut dit indemnité d'occupation, de signaler que les Allemands avaient déjà exigé par ordonnance du 17 décembre 1940, déposée sous la cote 150, que les frais de cantonnement de leurs troupes soient mis à la charge de la Belgique. De ce fait, le pays a dû supporter des dépenses s'élevant à 5 milliards 900 millions de francs pour le logement des troupes allemandes, frais d'installation, fourniture de mobilier. Dans son rapport, Fetter, à la page 104, fragment déposé sous la cote 147, Fetter indique que fin juin 1944, les versements belges relatifs au logement des troupes s'élevaient à 5 milliards 423 millions de francs. Et nous en venons au troisième élément de la mainmise allemande, le clearing. L'émission des billets de la Reichskreditkasse, le tribut de guerre dit indemnité d'occupation, n'était pas suffisant pour l'Allemagne. Ses dirigeants instituèrent un système de clearing qui leur a permis de se procurer indûment des moyens de paiement s'élevant à 62 milliards 200 millions de francs belges. Dès leur arrivée en Belgique, par des ordonnances des 10 juillet, 7 août, 7 décembre, qui sont reportées au livre de documents sous les codes 151, 152 et 153, dès leur arrivée en Belgique, les Allemands imposèrent, premièrement, que tous les paiements de débiteurs domiciliés en Belgique à des créanciers
domiciliés en Allemagne devrait être effectué à un compte Deutsche Verrechnungskasse Berlin, compte ouvert dans les livres de la Banque nationale de Belgique à Bruxelles. Compte tenu en belga, nonobstant l'interdiction concernant les devises du 17 juin 1940, interdiction à laquelle il a été fait allusion en ce qui concerne le blocage des moyens de paiement dans le pays. Par décision du 4 août 1940, il fut en outre prescrit que l'exécution et la conduite du compte de clearing incomberaient désormais non plus à la Banque nationale de Belgique, mais à la Banque d'émission à Bruxelles, qui, comme j'ai déjà eu l'honneur de l'indiquer, venait d'être créée par l'occupant et était sous son contrôle absolu. Les Allemands imposèrent en second lieu que les débiteurs domiciliés dans le Reich devraient effectuer leur paiement à leurs créanciers belges par le moyen du compte ouvert à la Banque d'émission de Bruxelles à un taux de change fixe, 100 belgas pour 40 marks, soit 1 mark pour 12 francs belges 50. Ces dispositions, d'ailleurs, furent étendues aux pays occupés par l'Allemagne, et ce pour favoriser leurs opérations dans ces pays. Elles furent même étendues à certains États neutres par diverses décisions analogues parues au recueil d'ordonnances. La mission de la Banque d'émission à Bruxelles consistait donc, d'une part, à recevoir des paiements de toute personne ou organisme établi en Belgique qui avait des engagements envers l'étranger, et d'autre part, à payer aux personnes ou organismes établis en Belgique envers qui l'étranger avait des engagements. En d'autres termes, chaque fois qu'un exportateur livrait des marchandises à un importateur d'un pays membre du clearing, d'émission qui lui réglait sa facture et qui inscrivait en contrepartie dans sa comptabilité une créance équivalente sur la Deutsche Verrechnungskasse à Berlin, sur la caisse de compensation allemande à Berlin. En cas d'importation, l'opération inverse avait été. Mais en fait, sous la direction allemande, le système fonctionna au détriment de la collectivité belge qui, au moment de la libération, était créditrice en clearing de 62 milliards 665 millions de francs belges. C'est la Banque nationale de Belgique qui a été amenée à faire des avances à la Banque d'émission pour équilibrer le compte de la caisse de compensation allemande. Un grand nombre des opérations faites par la voie du clearing n'avaient aucun caractère commercial, mais étaient purement et simplement des dépenses militaires ou des dépenses politiques. D'après les renseignements émanant du gouvernement belge, les opérations
clearing peuvent être résumés de la façon suivante, et je tire les éléments du rapport du gouvernement belge précité, déposé sous le numéro 146 devant le tribunal. Sur l'ensemble des mouvements, 93% correspondaient aux opérations de compensation franco-allemande. Pour les marchandises, 93%. Pour les services, 91%. Si l'on envisage la part prise respectivement par les marchandises, les services ou les capitaux, on obtient par solde des tableaux assez éloquents. L'ensemble des clearings de la Belgique avec les pays étrangers atteignait au 2 septembre 1944 le montant de 61 milliards 636 millions de francs belges, dont 57 milliards 298 pour les opérations Belgique-Allemagne, 4 milliards seulement pour la France, 1 milliard pour les Pays-Bas et 929 millions pour les autres pays. C'est uniquement dans le secteur des marchandises et des services que le déséquilibre se manifesta. Déséquilibre dû en grande partie aux réquisitions de biens et de services faits par l'Allemagne pour son propre compte. On sait que les prétendues exportations ont affecté spécialement les métaux, les ouvrages en métaux, les machines, les produits de l'industrie textile, dont les 9/10 ont été accaparés par le Reich, qui s'est de ce fait même rendu coupable de véritables spoliations. En ce qui concerne les transferts de capitaux, qui, dans les premiers temps de l'occupation, connurent une intensité particulière, il s'agissait de réalisation forcée de participation belge à l'étranger, ainsi que de la cession obligatoire à des groupes allemands d'avoirs belges bloqués en Allemagne. Aucune compensation effective ne fut accordée en échange. Les transferts au titre de service se rapportent principalement aux paiements effectués pour l'emploi de la main-d'œuvre belge à l'étranger. Le solde créditeur des services au 2 décembre 1944 ressort de la façon suivante en millions de francs belges. Ensemble des clearings au titre des services, 20 milliards 116 millions, soit pour les paiements de main-d'œuvre 73% du total. Pour la seule Allemagne, 18 milliards 227 millions, soit 72% du total. La France n'intervenant que pour 1 milliard 600 millions de francs belges, donc pour une infime partie. Non content de réquisitionner la main-d'œuvre pour le travail obligatoire en Allemagne ou dans les territoires occupés, les Allemands imposèrent à la Belgique d'en supporter la charge financière. Et l'imposèrent soit par la liquidation en clearing
des épargnes transférées, soit par l'envoi de billets belges au Reichsbank Directorium à Berlin pour le paiement des ouvriers en monnaie nationale. Do you think that it is necessary to go into these clearing operations again in each case of the various countries which have been dealt with? The same clearing operations have taken place, have they not? And perhaps it's really unnecessary to do it over again for Belgium. En tout cas, les Allemands ont reconnu le fait et les chiffres extraits du rapport Peter précité viennent appuyer les conclusions de notre exposé. Avant de terminer ce chapitre relatif à la mainmise allemande sur les moyens de paiement, il convient de signaler au tribunal que, par ordonnance en date du 22 juillet 1940, les Allemands avaient fixé la valeur du franc belge à 8 Reichspfennig, soit 12 francs 50 pour 1 mark. Et dans son rapport précité, Fetter écrit à ce sujet, à la page 37 et 38, un passage que je demande au tribunal l'autorisation de lui lire, passage rapporté au livre de documents sous le numéro 158. Le maintien de facto de la parité d'avant-guerre avait également une importance politique notoire parce que de larges cercles de la population auraient eu l'impression qu'une forte dévaluation ou qu'une nouvelle modification de la parité était une manœuvre de pillage. Going a little bit too far. Le maintien de facto de la parité d'avant-guerre avait également une importance politique notoire parce que de larges cercles de la population auraient eu l'impression qu'une forte dévaluation Le passage est reproduit à la page 27B. Et il figure au livre de documents sous la cote 158. Je m'excuse d'y insister, mais il me paraît un aveu assez curieux. De larges cercles de la population auraient eu l'impression qu'une forte dévaluation ou qu'une nouvelle modification de la parité était une manœuvre de pillage. Fin de la citation. On doit faire l'observation suivante relativement à cette conception. Les occupants n'avaient pas besoin en Belgique de décréter pour favoriser leur entreprise de pillage économique que le franc belge aurait une valeur moindre, puisqu'en fait, et contrairement à ce qui s'est passé en France, ils avaient, au moment de leur entrée en Belgique, institué de nouveaux signes monétaires dont ils possédaient le contrôle. Enfin, signalons pour mémoire
que l'Allemagne s'était fait remettre par le gouvernement de Vichy 221 730 kilos d'or, d'une valeur en 1939 de 9 milliards 500 millions de francs. Mais la France, ayant restitué cet or à la Banque de Belgique, cette question sera traitée avec le pillage économique de la France. Pour récapituler, messieurs, les moyens de paiement accaparés par l'armée d'occupation, quelques chiffres: billets de la Reichskreditkasse, 3 milliards 567 millions, billets divers et comptes dans les livres de la Reichskreditkasse, 656 millions, tribut de guerre sous le prétexte d'indemnité d'occupation, 67 milliards, auxquels il convient d'ajouter le solde créditeur du clearing, 62 milliards 665 millions, soit au total 133 milliards 888 millions de francs belges. Les Allemands ont donc accaparé au minimum pour plus de 130 milliards de francs belges, dont ils se sont servis pour effectuer des achats en apparence réguliers, pour régler leur réquisition, pour effectuer des achats clandestins au marché noir. Ces prétendus achats et réquisitions feront l'objet des chapitres suivants. Achats clandestins, marché noir. Comme dans les autres pays occupés, les Allemands ont organisé le marché noir en Belgique dès le mois d'octobre 1941. D'après un rapport secret sur le marché noir intitulé « Rapport final de l'Office de surveillance du commandant militaire en Belgique et dans le nord de la France sur l'abolissement légal du marché noir en Belgique et dans le nord de la France. Rapport fait pour la période du 13 mars 1942 au 31 mai 1943. Rapport qui figure au livre de documents sous la cote 159. Les raisons données par les Allemands de cette organisation du marché noir sont au nombre de 3. Première raison: freiner la concurrence sur le marché noir entre les divers acheteurs allemands. En second lieu, utiliser au mieux les ressources belges pour les fins de l'économie de guerre allemande. Troisièmement, empêcher la pression exercée sur le niveau général des prix et par-delà s'opposer à tout danger d'inflation qui finirait par mettre en péril la monnaie allemande elle-même. Le même rapport nous apprend, page 3 et suivante, qu'une véritable organisation administrative fut montée par les Allemands pour la mise en exécution de cette politique. La comptabilité fut assurée par la caisse de compensation de la Wehrmacht, qui centralisait
dans ses livres toutes les opérations. La direction des achats fut assurée par un organisme central dont le nom même changea au cours des années et qui avait un certain nombre d'organisations sous sa dépendance, notamment toute une série de bureaux d'achat. Cet organisme central fut créé en application de l'ordonnance du commandant militaire en Belgique du 20 février 1942. Il fut créé le 13 mars suivant et dès sa fondation, il reçut les directives particulières du délégué du maréchal d'Empire, de l'accusé Göring. Ce délégué fut le lieutenant-colonel Velgens, dont on vous a parlé ce matin. Le dit organisme n'a été établi que pour coordonner l'action de légalisation et de direction du marché noir telle qu'elle avait été décidée et prévue à la suite de conférences entre l'intendant général et le commandant militaire de Belgique d'une part et le commandant de l'inspection d'armement d'autre part. Au terme de cette entente, qui était venue appuyer une déclaration en date du 16 février 1942 émanant du ministre de l'économie du Reich, le but était de continuer à épuiser le marché noir suivant des directives unitaires dans une forme légale et selon une idée directrice qui tienne compte des précautions nécessaires pour assurer le ravitaillement du Reich. Cet organe avait son siège à Bruxelles. Les achats eux-mêmes étaient assurés par un certain nombre de bureaux spécialisés dont la liste est fournie à la page 5 du rapport précité. Ces organismes recevaient leurs ordres de la Roges, de la Rohstoffhandelsgesellschaft, dont il a été parlé déjà au début de l'exposé sur le pillage économique de l'Europe occidentale. Ce rôle de la Roges était fort important dans l'organisation du marché noir. Ce rôle, en effet, était quadruple. Premièrement, les directives d'achat, une fois l'autorisation accordée par l'Office central de Bruxelles, étaient communiquées par elles au bureau d'achat selon leur spécialité. En second lieu, les livraisons de marchandises achetées à destination du Reich étaient faites à la Roges, qui en assurait la distribution en Allemagne. C'est, troisièmement, la Roges qui assurait le financement des opérations. C'est elle, enfin, qui était chargée de payer la différence entre le cours d'achat, en général très élevé parce que cours de marché noir, et le cours taxé de vente
sur le marché intérieur allemand. Cours définitif de vente. La différence était couverte grâce à un fonds d'égalisation alimenté par le compte frais d'occupation sur lequel le ministère des Finances du Reich mettait des crédits à la disposition de la Roges par le canal du ministère de l'Armement. Le rapport précité fournit toute une série de précisions sur le fonctionnement même de l'organisme central. Il est intéressant de relever que l'Office central de Bruxelles fut avisé par ordonnance du commandant militaire en Belgique en date du 3 novembre 1942 d'avoir à créer pour le nord de la France une annexe à Lille. En même temps, l'Office de Bruxelles était autorisé à donner des instructions à sa filiale de Lille. Au livre de documents, sous la cote 160, figure un rapport final de l'Office de Lille. Ce rapport, établi le 20 mai 1943, fournit une série de précisions intéressantes sur le fonctionnement de cet organisme. It's 5 o'clock now. Perhaps, Monsieur Delbecq, I think it would be the wish of the tribunal, if it were possible for you, to omit any parts of this dossier which are on precisely the same principles with those which have already been submitted to us in connection with the other countries. If you could, I think that would be for the convenience of the tribunal. Of course, if there are any essential differences in the treatment of Belgium, essential, then no doubt you would draw our attention to them. Oui, oui.